Salut. Daniel Alcette aimait beaucoup ses enfants. Il essayait d'être le meilleur père possible pour eux, mais malheureusement l'une de ses filles va lui rendre de la pire des manières. Sans plus attendre, je vous propose donc de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Daniel Alcette est né le 28 janvier 1976. Il est issu d'une famille installée depuis de nombreuses générations dans l'État de l'Oregon. Il grandit heureux dans une grande famille. Ses parents Christine et Wendell ont 5 enfants. Il a donc 3 frères et une sœur. Daniel a toujours eu une âme d'artiste. Très créatif, il a un véritable talent pour la musique. Il joue de la batterie et du piano. Après avoir obtenu son baccalauréat avec la spécialité en musique, il s'inscrivit à l'université où il décrocha une maîtrise de commerce. C'est là qu'il va rencontrer Elizabeth. Tout de suite, c'est le coup de foudre. Les deux jeunes gens se trouvent de nombreux points communs. Comme lui, Elizabeth est originaire de l'Oregon. Après un début d'histoire passionnée, le couple se marie le 16 mars 2001. Ensemble, très rapidement, ils auront 3 enfants en 4 ans. D'abord une petite fille, Anna, puis un petit garçon, Jordan, et en fait, c'est la petite Sarah qui vient rejoindre la famille en décembre 2005. Un an plus tard, Daniel obtient une proposition professionnelle, mais pour cela, la famille doit déménager dans le Nevada. Ils partent donc tous les 5 s'installer dans la ville de Las Vegas où Daniel travaille en tant que consultant informatique. Elizabeth est une jeune femme ambitieuse. Après son arrivée à Las Vegas, elle se lance en politique engagée chez les républicains. Elle se présente aux élections pour devenir sénatrice de l'État. La jeune mère de famille mène une campagne fondée sur des valeurs telles que la famille, la moralité, la santé et en 2010, à l'âge de 27 ans, elle deviendra la plus jeune femme élue au Sénat. Son engagement politique n'est pas sans conséquence sur sa famille. Cela lui demande beaucoup de temps et d'investissement, mais elle peut compter sur le soutien de son mari Daniel qui prend le relais avec les enfants pendant ce temps-là. Il soutient sa femme et est très fier de sa réussite politique. Malheureusement, plus le temps passe, plus le couple s'éloigne l'un de l'autre. Après 10 ans de vie commune, les choses ne vont pas très bien entre Daniel et sa femme. Il commence à trouver qu'elle passe beaucoup de temps avec l'un de ses collaborateurs. Il s'envoie de nombreux messages, s'appelle souvent, très souvent et trop souvent. Daniel soupçonne sa femme de le tromper. Un jour, il prend l'initiative de contacter Tiger à qui il demande de garder ses distances avec son épouse. Peine perdue, quelques semaines plus tard, alors qu'Elizabeth est en déplacement professionnel, Daniel se rend compte que Tiger est aussi du voyage. Fou de rage, il est sûr qu'elle le trompe et décide de la confronter à son retour. Il l'accuse d'être infidèle et lui demande des explications et assez rapidement le temps monte dans le couple. Après la dispute, Daniel est fou de rage. Il quitta en furie la maison en enfermant Elizabeth qui n'a pas les clés à l'intérieur. Elle contacta aussitôt la police et accusant Daniel de l'avoir touché de façon inappropriée lors de la dispute et de l'avoir piégé dans la maison. Dans la foulée, Daniel est arrêté et accusé d'obscénité. Pour lui, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le lendemain de sa mise en accusation, il demanda le divorce. Il sera coupable des chefs d'accusation retenus contre lui et sera condamné à 6 mois de probation avec l'obligation de suivre des cours de gestion de colère. Mais les choses ne sont pas réglées. Le couple se livre désormais une terrible bataille lors du divorce. Chacun voulant la garde des enfants, le paiement de la pension alimentaire est également au cœur des négociations. Elisabeth est une personnalité politique et son divorce ne passera pas inaperçu. Durant cette période, certains de ses détracteurs l'accusent de ne pas réussir à concilier sa vie de sénatrice et sa vie de mère de famille. Elle est accusée de rater de nombreuses réunions, de ne pas répondre au téléphone. En février 2012, elle démissionne de son poste de sénatrice. Peu de temps après, le divorce est enfin prononcé et c'est elle qui obtient la garde des 3 enfants. Daniel est ravagé. Après s'être occupé d'eux exclusivement ces dernières années,
Ils n'arrivent pas à obtenir leur garde. C'est une période extrêmement difficile pour lui, d'autant plus qu'il avait vu juste. Après son divorce, Elizabeth n'hésite plus à afficher son idylle avec Tiger. Pire encore, le couple vit désormais ensemble et peu de temps plus tard, elle lui annonça qu'elle part vivre avec lui et les enfants en Alaska. Après l'épisode du divorce, la démission de son poste de sénatrice et les attaques de ses détracteurs, elle pense qu'il est désormais alors préférable de se reconstruire loin de tout cela. Pour Daniel, c'est le choc. L'Alaska se trouve à plus de 5000 km de Las Vegas. Il sait qu'il ne pourra plus donc voir ses enfants aussi souvent. Peu de temps après son installation en Alaska, Elizabeth épousa Tiger. Daniel a le cœur brisé. Ses enfants lui manquent énormément et il essaie de les voir malgré la distance le plus souvent possible. En attendant, il décida de se concentrer sur son travail. En 2012, il rencontre une nouvelle jeune femme, Bogdan. Cette relation fait beaucoup de bien à Daniel. Le couple décida de se marier, mais malheureusement, 7 ans plus tard, en 2019, ils vont divorcer. Cette fois-ci, le divorce se passa bien. Daniel et Bogdana gardent de bons rapports. Ils gardent d'ailleurs un compte en commun sur lequel se trouve un peu d'argent et certainement pour couvrir des frais en commun. Vous verrez que ce détail aura son importance plus tard. Durant ce temps-là, les enfants de Daniel grandissent en Alaska. Elizabeth, qui durant cette période a travaillé en tant qu'agent immobilière avec son nouveau mari, vont décider de revenir s'installer dans le Nevada. Bien évidemment, c'est une bonne nouvelle pour Daniel. Il est aux anges, il va enfin pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, qui sont à présent tous les trois des adolescents. En 2018, Elizabeth se présente une nouvelle fois aux élections pour devenir sénatrice, mais malheureusement, elle ne sera pas élue. En juin 2020, sa plus jeune fille a 15 ans. Elle rencontre un jeune homme plus âgé qu'elle, un certain Aaron Guerrero, qui lui a 18 ans. C'est un véritable coup de foudre, c'est son premier petit ami et l'adolescente est follement amoureuse de lui. Elle ne voit plus que par lui, il n'y a plus rien d'autre qui compte pour elle. La seule chose qu'elle veut, c'est passer plus de temps possible avec son amoureux. Parallèlement, les relations avec ses parents sont très tendues. En pleine crise d'adolescence, elle est folle amoureuse, Seria devient très distante avec son père qui s'inquiète de la situation. Il avait toujours été très proche de sa fille et maintenant qu'elle vit de nouveau près de lui, il est déçu par la distance que met Sarah entre eux. Elle, qui était une petite fille joyeuse, est désormais toujours de mauvaise humeur. En famille, elle se renferme sur elle-même et refuse de faire quelconque activité avec son père. La seule chose qui semble l'intéresser, c'est sa relation avec son petit ami. Daniel tente bien que mal de garder le lien avec sa fille. Il pose de nombreux messages sur les réseaux sociaux dans lesquels il dit combien il aime sa fille, combien il est fier d'elle, de la jeune fille qu'elle est devenue. Cependant, les tensions avec Daniel ne sont pas les seules. Sierra est aussi en conflit avec sa mère à tel point qu'elle annonce à Daniel vouloir dorénavant vivre avec lui. Alors que son papa devient plus cool, notamment sur les sorties, j'imagine que chez lui c'était plus facile pour elle de voir son petit ami. Le problème, c'est que sa mère, qui a la garde, et elle n'est pas d'accord avec le fait de laisser partir Sarah vivre avec son père. C'est ainsi que Daniel engage alors une nouvelle bataille judiciaire afin d'obtenir la garde de sa petite dernière. Seulement, étant donné que Sarah est chez lui illégalement, la juge lui ordonne de la remettre à sa mère. Elle doit retourner vivre avec elle et la jeune fille n'est pas d'accord. Sitôt de retour chez sa mère, elle fugue pour retourner vivre chez son père. C'est une situation délicate pour Daniel qui accepte de garder sa fille chez lui contre l'avis du juge. En décembre 2020, Daniel apprend par hasard que sa fille et Aaron planifient de voler leurs parents pour ensuite s'enfuir tous les deux en direction de Los Angeles. Sous le choc, Daniel n'hésita pas un seul instant. Même s'ils sont en mauvais termes, il contacta Elizabeth pour l'informer de ce qu'il vient de découvrir. Les semaines suivantes, les relations vont être tendues. Aaron se dispute quotidiennement avec ses parents. Il a littéralement la haine contre eux et contre ceux de Sierra. La jeune fille, elle aussi, est révoltée contre la décision de ses parents.
Mais les deux jeunes gens n'ont pas du tout l'intention de suivre leurs consignes. Ils continuent à se voir dès qu'ils le peuvent dans le dos de leurs parents. Pour ces saisons, Sierra est triste. Aaron lui a fait une belle déclaration sur les réseaux sociaux. Mais il n'était pas le seul. Son père fait de même. Il pense que sa fille ne voit plus Aaron et il est très touché de la distance qui ne cesse de s'installer entre eux. Il essaie de lui montrer à quel point il l'aime, à quel point elle compte pour lui, combien il est fier d'elle à travers ses posts sur les réseaux. Quelques mois plus tard, le 8 avril 2021, Bogdana, l'ex-deuxième femme de Daniel, reçoit une alerte de sa banque. Une importante retrait de paiement ont été effectués sur le compte commun qu'elle partageait encore avec son mari. Elle trouve cela immédiatement suspect car Daniel ne touche jamais à ce compte sans l'informer au préalable. De plus, la somme est tout de même assez importante, 1 300 $. Elle décida donc d'envoyer un message à son ex pour savoir ce qui se passe. Peut-être que leur compte a été piraté, mais Daniel ne répond pas. Après plusieurs messages, Bogdana décida de contacter Christine, la mère de Daniel. Elle sait que tous les deux sont très proches et qu'ils s'appellent quotidiennement. Après cet appel, Christine tente de joindre son fils, mais il ne répond toujours pas. Elle lui envoie plusieurs messages, mais rien. Elle commence à s'inquiéter et tente d'appeler Sierra qui ne décrocha pas non plus. Elle lui envoie un message lui disant qu'elle cherche à joindre son père. Plus tard, sa petite fille va lui répondre en l'informant que le téléphone portable de son père est cassé et qu'il va l'amener à réparer. En attendant, elle dit à sa grand-mère qu'elle passera le message à son père pour qu'il la recontacte plus tard. Christine est alors rassurée de savoir que son fils et sa petite fille se portent bien. La nuit passe et le lendemain matin, Christine n'a toujours aucune nouvelle de son fils. Elle trouve cela plutôt curieux car il est rare que Daniel ne soit pas joignable. Peut-être que Sierra a oublié de lui passer le message. Elle décida donc, sachant que son téléphone est cassé, de rappeler Sierra pour enfin avoir son fils. Lorsque l'adolescente répond, elle lui dit que Daniel est sous la douche et qu'elle lui dira de la rappeler. Christine sent alors qu'il se passe quelque chose de grave. Les minutes s'écoulent et son fils ne la rappelle toujours pas. Au bout d'un moment, elle recontacte sa petite fille sur son téléphone, mais cette fois-ci, elle ne répond pas. Christine est très inquiète, alors va contacter la propriétaire de Daniel qui est une amie à lui qu'elle connaît bien. Elle lui dira que depuis 2 jours, elle cherchait à joindre son fils Daniel, mais il ne répond pas. De plus, Sierra a une attitude bizarre. Elle lui demande de passer à la maison pour voir ce qui se passe car elle a un mauvais pressentiment. La propriétaire, comprenant l'inquiétude de Christine, lui promet de passer voir ce qui se passe. Elle n'est pas à côté et elle ne pourra y aller que plus tard. Christine la remercie, mais plus le temps passe, plus elle panique. Et s'il lui était arrivé quelque chose de grave, s'il avait besoin d'assistance, était-il vraiment prudent d'attendre jusqu'au soir le passage de la propriétaire? Elle décida donc de contacter le 911 pour leur demander d'aller faire un point au domicile de son fils. La propriétaire décida enfin d'aller chez lui accompagnée d'un ami. Une fois chez lui, il constate tout de suite que sa voiture n'est pas garée devant la maison. Il frappe à la porte d'entrée mais personne n'y répond. Constatant surpris que la porte n'était pas verrouillée, il décida d'entrer, mais il n'était pas préparé à ce qu'ils allaient découvrir. Dès qu'ils franchissent la porte d'entrée, ils sont tout de suite frappés par une odeur de brûlé, comme s'il y avait eu un incendie récemment. En entrant dans le salon, ils vont remarquer une grosse tache noire de brûlé. Sur le sol, inquiets, ils se dirigent ensuite dans le garage où ils perçoivent une forte odeur d'essence. En balayant la pièce du regard, ils vont constater un sac de couchage se trouvant sur le sol. Ils regardent d'un peu près et c'est avec effroi qu'ils se rendent compte que c'est le corps de Daniel qui se trouve à l'intérieur. Totalement paniqués, les deux amis se mettent à courir hors de la maison. Ils contactent alors le 911, encore sous le choc. Lorsque la police arrive, ils constatent effectivement que le corps brûlé de Daniel se trouve bien dans le sac. En fouillant la maison, ils trouvent une tronçonneuse sur le sol du salon, une scie manuelle dans la cuisine. Cette dernière est couverte de sang et de tissus humains. 2 couteaux sont dans l'évier, une bouteille de liquide inflammable et un briquet sont également découverts.
L'autopsie va révéler que Daniel a été poignardé 70 fois, dont 42 fois dans le dos. L'un des coups a sectionné sa carotide, ce qui lui a été fatal. Ses poumons ont également été perforés et de nombreuses mutilations dues à la scie sont présentes sur son corps. Enfin, le corps du pauvre Daniel a été arrosé d'essence et incendié. 40% de son corps est brûlé. Après cette terrible découverte, la première question que se posent les enquêteurs est: où est Sierra? La jeune fille est injoignable. Ils décident donc de contacter les parents d'Aaron pour en savoir plus. Ces derniers les apprennent que depuis 2 jours, Aaron s'étant enfui de chez eux, ils n'ont aucune nouvelle de lui. Ils interrogent alors les caméras de surveillance se trouvant aux alentours. Sierra et Aaron ont été filmés retirant de l'argent dans plusieurs distributeurs de Las Vegas avec la carte du compte en commun que Daniel avait gardé avec Bodan. Après cela, ils sont aperçus dans un supermarché achetant différents articles tels qu'une bouteille de javel et des gants jetables. Pour finir, ils se rendent dans un magasin de bricolage pour y acheter une tronçonneuse, une scie et du liquide inflammable, toujours avec la carte de Daniel. Les policiers constatent ensuite que quelques heures avant la découverte du corps de Daniel, la voiture de celui-ci fut filmée quittant le quartier. Alors, ils ont la conviction que le couple n'est pas étranger au meurtre du pauvre père de famille et les autorités émettent un mandat d'arrêt à leur rencontre. 5 jours après cette terrible découverte, Sierra et Aaron sont repérés par des caméras de surveillance à 4000 km dans la ville de Salt Lake City. Quelques heures plus tard, alors qu'ils sont tranquillement dans un train, s'embrassant et se câlinant, des contrôleurs montent pour vérifier les titres de transport. Malheureusement pour eux, Aaron et Sierra n'ont pas de billets. Les contrôleurs prennent alors leur identité et lorsqu'ils rentrent leur nom dans le logiciel, ils se rendent compte qu'ils sont recherchés au Nevada pour meurtre. C'est ainsi que tous les deux sont arrêtés. Quelques jours après leur arrestation, la voiture de Daniel est finalement retrouvée. Dans le coffre se trouvait une couverture ensanglantée. Mais la découverte la plus choquante est une vidéo se trouvant dans le téléphone de Sierra. On y voit les deux amoureux allongés et avouant avoir tué quelqu'un. Sous le choc, la famille de Daniel, ses frères et sœurs ont déclaré publiquement qu'ils espéraient que tous les deux reçoivent la peine la plus sévère possible. Tous les deux ont été accusés de meurtre, de complot, de vol, d'incendie criminel et d'utilisation frauduleuse de cartes. Contre toute attente, lors de la mise en accusation le 25 juin 2021, alors que toutes les preuves les désignent, la vidéo, les achats, Sierra et Aaron ont plaidé non coupables. Aaron encourait la peine de mort et Sierra, bien qu'elle soit mineure, était accusée en tant qu'adulte, évitant la peine de mort et risquant la perpétuité. En mai 2022, tous les deux décident finalement de plaider coupables. Le 20 octobre 2022, Sierra et Aaron ont tous les deux été condamnés à la prison à perpétuité avec une sûreté de 22 ans. Lors de l'audience, le juge leur a laissé la possibilité de faire une dernière déclaration. Sierra a alors lu une lettre dans laquelle elle a accusé son père d'abus sexuels et d'harcèlement. Selon elle, il aurait poussé à boire de l'alcool. Elle a déclaré être traumatisée. Un traumatisme que je dois encore traverser tous les jours. Aaron, de son côté, a exprimé des remords. Il s'est excusé auprès de la famille du pauvre Daniel, déclarant qu'il ne méritait pas de mourir ainsi. Suite aux déclarations de sa petite fille, Christine fit outrée selon elle. Tout ceci n'est encore une fois que des mensonges. Daniel était un bon père aimant qui ne souhaitait que le bonheur de ses enfants. Il n'aurait pu jamais faire cela. C'est ainsi que notre histoire se termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut! Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de Zachary Latham. Alors, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, car il est connu pour être le TikToker qui a tué son voisin pour devenir célèbre. Et vous allez voir que l'histoire est un petit peu plus complexe que ce qui n'y paraît.
Donc, je vous invite à vous installer confortablement parce que l'histoire de Zachary Latham commence maintenant. Nous sommes en 2020. Zachary Latham, âgé de 18 ans, vit dans le sud de New Jersey, dans le quartier de Wineland. C'est un quartier résidentiel tranquille, du moins jusqu'à l'arrivée de Zachary. Il vivait chez ses grands-parents depuis 2018, depuis qu'il a environ 16 ans. Et à 17 ans, il s'est fait émanciper. Malgré son plus jeune âge, il s'est marié avec une certaine Sarah. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations sur Sarah, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette jeune fille est originaire de New Jersey. Zachary, lui, a servi comme soldat dans la garde nationale de New Jersey. La garde nationale du New Jersey, c'est une unité de réserve de l'armée. Chaque personne majeure peut en faire partie. La garde nationale peut être mobilisée pour répondre aux urgences de type catastrophe naturelle, ouragan, inondation, séisme, mais également pour faire du maintien de l'ordre lorsque les troupes civiles se produisent. Par exemple, ce sont eux qui sont intervenus au Capitole lorsque les partisans anti-Trump l'ont investi. On peut donc considérer que Zachary est réserviste de l'armée de terre. Zachary Latham, comme beaucoup d'adolescents, passait plus de son temps sur les réseaux sociaux. Il recherchait notamment la notoriété sur l'application chinoise de partage de vidéos TikTok. Son compte est monté jusqu'à 30 000 abonnés. Zachary rêvait avec sa femme Sarah de devenir célèbre et riche grâce à ce réseau social. On sait très peu de choses sur sa famille, on sait qu'il a un frère et on sait qu'il s'est fait émanciper à 17 ans. C'est d'ailleurs pour cela qu'à 17 ans, il a pu rentrer dans la garde nationale. Et je pense aussi qu'il devait venir d'une famille plutôt aisée, car à 16 ans, il était déjà titulaire d'un permis de conduire et il roulait dans une Chevrolet Corvette Sport. Conduire une voiture aussi puissante, aussi jeune, alors qu'on vient d'avoir son permis, ce n'est pas une bonne idée. Et pour Zachary, en l'occurrence, ce n'était pas une, car il avait pour habitude de conduire à des vitesses excessives dans les rues de son quartier. Il pouvait parfois rouler jusqu'à 160 km/h. Il aimait beaucoup filmer ses exploits sur TikTok. Dans le quartier vivait également la famille Durham. La famille Durham est composée de William, le père de famille, un agent correctionnel de 51 ans. Il est marié à Catherine depuis 32 ans et ils ont 2 fils. William Jr., âgé de 16 ans, et un deuxième fils âgé de 17 ans. Comme je vous l'ai dit, Zachary a pour mauvaise habitude de rouler extrêmement vite dans ces rues du quartier. Dans ce quartier paisible, il y a beaucoup d'enfants qui jouent dehors. Il y a aussi des promeneurs, des cyclistes et la conduite extrême de Zachary met tout le monde en danger. Dès son aménagement chez ses grands-parents, il s'est vite fait remarquer par son comportement dangereux. Et ses voisins vont s'inquiéter. William et Catherine vont dans un premier temps interpeller les grands-parents de Zachary afin de se plaindre de la conduite de celui-ci. Alors ces derniers, ils semblaient avoir un minimum d'emprise sur lui. Ils demanderont de s'excuser auprès de Durham. Son grand-père le menaça même à ce moment-là de le mettre à la porte s'il ne cesse sa conduite dangereuse. Zachary, à contre-cœur, va aller s'excuser auprès de ses voisins. Je vous rappelle qu'il avait 16 ans au moment des faits. Mais le lendemain, ses rodéos recommencent de plus belle. À partir de là et durant environ 2 ans, les tensions vont augmenter entre Zachary et les Durham. Catherine et son mari interpellent souvent Zachary dans la rue et un jour, Zachary va filmer l'une de ses altercations pour en publier des extraits sur TikTok. Nous sommes en avril 2020 et sur la vidéo, on peut voir une grosse altercation entre Catherine et Zachary. La vidéo va faire un véritable buzz. Elle sera vue plus de 3 millions de fois et cet événement va être un véritable tournant dans notre histoire. Suite à la diffusion de cette vidéo, il va recevoir de nombreux commentaires. Certains commentaires vont l'inciter à crever des pneus de ses voisins, jeter des œufs sur leur maison et surtout à continuer de jouer avec eux et les pousser à bout. À partir de là, Zachary va littéralement harceler les Durham. Donc, quelques jours après, gargarisé par le succès de sa vidéo,
et les commentaires l'encourageant à passer à la vitesse supérieure contre sa voisine, Zacharie s'est rapproché par surprise de Catherine qui s'occupait ce jour-là de son jardin pour lui crier dessus. « Hé Karen, tu as vu notre vidéo est devenue virale » tout en filmant la scène avec son téléphone. Zacharie et les Durand à partir de là vont se livrer une véritable guerre. En effet, prêt à tout pour le buzz, Zacharie ira de plus en plus loin. Il n'hésita pas à faire volontairement du bruit avec sa voiture en klaxonnant fort, en faisant crisser ses pouneurs dans le quartier, pour provoquer une confrontation afin de la filmer en vue de faire un nouveau buzz. Il voulait satisfaire ses followers qui attendaient du clash. Plusieurs de ses voisins, n'en pouvant plus de son comportement à de multiples reprises, vont se plaindre. Zacharie, lui, est hors de contrôle. Il prend de plus en plus confiance et agit en toute impunité, comme le démontre une vidéo dans laquelle un policier intervient et Zacharie le nargue, en lui disant qu'il ne pourra rien faire contre lui. De plus en plus arrogant, de plus en plus provoquant, les Durand vont décider d'aller déposer une plainte. Mais la famille va se retrouver face à un refus, car les autorités ont pour motif que les tribunaux sont fermés en raison de la crise du Covid. Le 4 mai 2020, alors que Zacharie est au volant de sa voiture dans le quartier, il aperçoit le plus jeune fils de ses voisins, âgé de 17 ans. Là, Zacharie va klaxonner et faire une embardée. Pour le percuter, il ne sera pas blessé mais fortement choqué. Il rentre chez lui et raconte tout à ses parents. Pour les parents, c'en était trop. La confrontation est inévitable. Il prévoit même de filmer la scène au cas où les choses tourneraient mal. Plus tard dans la journée, Zacharie, sa femme et ses deux amis rentrent tranquillement chez ses grands-parents. William met alors son pick-up dans l'allée pour bloquer le passage. Les deux véhicules se retrouvent alors nez à nez. Catherine s'approche de Zacharie tout en filmant la scène avec son téléphone portable. Très en colère, elle commence à lui dire « Pourquoi tu as fait un écart pour tenter de renverser mon fils ?» Dans un premier temps, Zacharie va nier les faits, puis après, il va admettre avoir klaxonné, mais il ne reconnaît pas l'écart. L'attitude de Zacharie ne va faire qu'augmenter la colère de Catherine. Durant ce temps-là, William le père était toujours dans son pick-up. Catherine, tout en continuant de filmer, va dire à Zacharie « C'est en vidéo qu'on va te faire chier ». Un petit punk, Zacharie va alors frapper le téléphone de Catherine en lui disant « Ne filme pas mon visage ». Alors c'est assez ironique. Lorsqu'on sait que depuis plusieurs mois, il les filme et les harcèle, mais c'est là le premier contact physique, celui qui va tout déclencher. Catherine se met alors à crier « Tu m'as frappé, tu m'as frappé !» Zacharie va alors tourner les talons et se diriger directement vers son domicile. Il se retourne et demande à sa femme Sarah de contacter la police, quelque chose qu'elle ne fera pas étant donné qu'elle était occupée à filmer la scène. Quelques instants plus tard, alors que Zacharie était chez lui à la maison, le fils de William et Catherine arrivent devant sa porte. Sarah était toujours en train de filmer et va les mettre en garde en leur disant « Je vous promets que vous ferez mieux de reculer parce que vous n'allez pas aimer ce avec quoi il va sortir. » À cet instant, Zacharie apparaît de nouveau sur le pas de la porte, armé de 2 couteaux et d'un pistolet de type Taser. Il y a un fils de William qui se retourne vers son père et lui dit « Il va nous tirer dessus !» William sort de sa voiture et crie à son fils « Désarme-le !» Sarah va de nouveau demander à la famille de reculer, mais William dira « Désarme-le, putain !» Zacharie s'avance vers eux en pointant l'arme en leur direction, en leur demandant de partir. Les esprits s'échauffent et soudain, Zacharie lance un couteau sur l'aîné qui l'évite. William le père se jette alors sur Zacharie, mais il retorque en lui blessant le bras avec son deuxième couteau. Zacharie s'enfuit alors dans son garage, suivi par William. Sarah, elle hurle. Alors s'éclate une bagarre générale entre les amis de Zacharie et la famille Durand dans le garage. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Du sang sera retrouvé sur la voiture garée à l'intérieur. Les 2 hommes se retrouvent au sol et on entend plusieurs tirs de pistolet paralysants. Durant ce temps-là, à l'extérieur du garage dans l'allée, les fils de William et sa femme se battent avec les 2 amis de Zacharie lorsque William apparaît de nouveau. Il est blessé. On peut voir du sang sur ses 2 bras. William va être amené chez lui par sa femme et ses fils dans son pick-up et quelques instants plus tard, une ambulance l'emmènera ensuite directement à l'hôpital. Mais malheureusement, il est trop tard.
En tout, William a reçu 11 coups de couteau, dont un qui lui a perforé le poumon, ce qui lui aurait été fatal. William Durand, 51 ans, sera déclaré mort plus tard dans la soirée à 21h19. De son côté, juste après les coups de couteau, Zachary appela le 911 en leur signalant qu'il a été attaqué par des personnes armées sur sa propriété. Zachary Latham sera amené dans un centre médical d'Atlantic City pour des blessures qu'il a subies et sera libéré dans la foulée. Il en est ressorti avec des hématomes et une commotion cérébrale. Zachary est accusé d'homicide involontaire, d'assaut aggravé et détention illégale d'armes. Catherine Durand et ses fils en plein deuil et qui viennent tout juste de perdre leur mari et un père seront également poursuivis pour violation de propriété privée. La femme de Zachary Latham, Sarah, sera aussi mise en cause pour avoir réalisé elle-même un enregistrement vidéo du drame et cet enregistrement est d'ailleurs aujourd'hui aux mains de la justice. Pour les avocats des Durand, il ne fait aucun doute que l'objectif de Sarah et Zachary était de poster des vidéos afin de connaître la célébrité sur TikTok. D'ailleurs, le lendemain du drame, elle n'a pas manqué d'alimenter ses réseaux. En juin 2020, un mois après sa mise en examen, Zachary est libéré de prison en attendant son procès qui devrait avoir lieu en septembre 2021. Étant donné qu'il a été accusé d'homicide involontaire, il a été remis en liberté. Pour le juge, il n'y avait pas de raison pour le garder incarcéré car le contexte mené à ce tragique incident, une guerre de voisinage n'avait que peu de chances de se reproduire. Par conséquent, Zachary ne représentait pas de danger pour la société. Le bureau des procureurs du comté a fait appel à cette décision. Il avançait l'argument que l'on peut parler d'homicide involontaire car il a rappelé que Zachary aurait pu appeler la police et rester chez lui jusqu'à leur arrivée plutôt que de sortir et faire face à la violence. Le juge de la Cour suprême, William Ziegler, n'était pas d'accord avec le procureur, jugeant qu'il n'avait pas trouvé de preuves claires et convaincantes pour maintenir Zachary en prison. Il a donc été libéré, mais avec des conditions. Sa remise en liberté soumise à un certain nombre de contraintes, Zachary est tenu de se présenter au personnel du tribunal 2 fois par mois, une fois en personne et une fois par téléphone. Il lui est interdit d'avoir des contacts avec l'un des témoins, de posséder une arme à feu ou encore de consommer de l'alcool. Il lui est également interdit de retourner dans le quartier de ses grands-parents. Zachary et Sarah ont donc décidé de partir en Floride. La libération de Zachary a provoqué une indignation de l'opinion publique, mais également des syndicats de police, car William Durand, en étant que surveillant pénitentiaire, faisait partie de la maison. Et il était très apprécié. En Floride, Zachary lui a obtenu un emploi comme vendeur de voitures, et en septembre 2020, un juge lui a demandé de cesser de commenter publiquement l'affaire. En effet, depuis le drame, il n'a cessé de se vanter d'être un tueur de flics. Il a fait plusieurs commentaires sur ses réseaux sociaux. L'adresse du domicile des Durand a fuité sur l'un de ses posts TikTok. Zachary a été interdit de publier sur ce compte. Il a néanmoins créé un nouveau compte TikTok et a continué à publier sur ce compte. Suite à cela, une requête a été déposée visant à révoquer sa libération. Pour cette raison, alors que cette requête n'a toujours pas été traitée, la police l'arrêtera le 23 janvier 2021. À bord de sa voiture, il a menacé l'automobiliste de 17 ans avec un pistolet à plomb qui ressemblait à un fusil d'assaut. Lors de cette confrontation, il tentera également de percuter le véhicule de la victime. La victime, âgée de 17 ans, a alerté la police. Et un peu plus tard dans la soirée, Zachary fut interpellé et sera accusé de 2 chefs de faits graves, mais il sera une nouvelle fois libéré. Mais cette fois-ci avec un bracelet électronique après avoir déposé une caution de 40 000 $. En février 2021, il s'est rendu auprès des autorités de Floride après que sa libération provisoire dans le New Jersey a été révoquée et qu'un mandat d'arrêt a été déposé à son encontre. Depuis le drame, Zachary n'a pas cessé de se moquer des Durand et se présentait en tant qu'un tueur de flics. Un avocat de Zachary est harcelé sur les réseaux sociaux. Il reçoit des menaces de mort. On menace de divulguer son adresse et de le faire licencier de son travail en Floride. Le 1er mars 2021, Zachary a été inculpé d'homicide involontaire et dans la foulée, l'État du New Jersey a demandé son extradition.
En mars 2023, lors du procès, la défense a soutenu que leur client avait agi en état de légitime défense et craignait pour sa sécurité, celle de sa famille et de ses amis lorsque les Durand sont rentrés dans sa propriété. Les avocats de la famille des Durand ont déclaré que Zachary avait attiré la victime dans le combat mortel afin d'obtenir la gloire sur TikTok. Après délibération, Zachary Latham a été reconnu non coupable de tous les chefs d'accusation pour la mort de William. Catherine Durand et ses deux fils ont été accusés d'agression et d'intrusion lors de l'incident. C'est ainsi que notre vidéo se termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.